NFT Business, c'est le podcast qui vous parle de tout l'écosystème Web3. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, les métaverses, les NFT, la tokenisation et la blockchain évidemment. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de transformation de la société. Comment ces technologies vont-elles transformer le monde, nos usages quotidiens, nos métiers, notre façon de penser, notre façon d'être? On ne sait pas vraiment si c'est la technologie qui modifie nos comportements ou si ce sont nos comportements qui poussent les startups à développer de nouvelles technologies. Une chose est certaine, les lignes bougent vite et fort, et les seuls qui pourront en tirer parti sont ceux qui s'adapteront. La connaissance est le nouvel or, raison pour laquelle nous produisons ce podcast, car la connaissance qui n'est pas partagée, c'est de l'or qui se transforme en plomb. Je suis Claudia Loma et je présente ce podcast avec Benjamin Boutins-Spark. Et nous recevons aujourd'hui Michel Onfray, qui est écrivain et philosophe, mais également cofondateur d'une revue qui s'appelle Front Populaire et d'une web TV que l'on retrouve sur michelonfray.com. Et sur ces deux médias, Michel Onfray, vous abordez des sujets de société qui touchent à la vie concrète des gens, à leurs préoccupations quotidiennes comme la liberté individuelle, la démocratie, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'éducation des enfants, raison pour laquelle Claudia et moi avons absolument voulu vous donner la parole pour nous parler de votre vision au sujet de ces nouvelles technologies. Alors je précise que nous sommes ici dans le petit village dans le sud de la France où vous risquez d'ailleurs d'entendre la cloche sonner tout au long de l'épisode. Et Michel Onfray, vous êtes venu jusqu'à nous pour enregistrer ce podcast sans hésiter d'ailleurs. Et nous sommes très touchés et très heureux de vous avoir ici avec nous. Michel, je vais planter le décor. Je vous ai appelé Michel, j'ai oublié Onfray, Michel Onfray. Je vais planter le décor car le podcast est un média audio et les gens qui nous écoutent sont loin d'imaginer le décor dans lequel nous sommes. Vous êtes pour nous l'incarnation de la matière grise, les deux pieds bien ancrés dans la terre, proches de l'essentiel, proches des gens. D'habitude, nous enregistrons dans un studio, mais aujourd'hui, nous avons monté le studio dans notre jardin, à l'ombre d'un mûrier, quelque part au pied des Cévennes. Michel Onfray, vous avez beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va commencer par le début. On aurait voulu avoir votre avis sur la fracture numérique et la responsabilité de la sécurité, de la cybersécurité. À votre avis, elle incombe à qui cette responsabilité? À l'État, à l'école, aux startups, aux parents, à nous, à vous, à qui? D'abord, merci pour votre invitation. Ensuite, je crois qu'il y a une vraie fracture numérique parce que nous sommes dans un changement de civilisation et que si nous ne sommes pas initiés à cette nouvelle civilisation, alors nous devenons les illettrés de cette nouvelle civilisation. Quand l'imprimerie arrive, c'est une nouvelle technique, je dirais, parce que vous avez dit technologie. Pour technique, souvent, on utilise l'un pour l'autre, alors que finalement, la technologie, c'est le discours qu'on tient sur la technique, quand la technique, c'est un moyen nouveau. Quand la technique de l'imprimerie, disons-le comme ça, arrive, eh bien, il faut que les gens sachent lire. Ça ne sert à rien de faire des livres si les gens ne savent pas lire. Donc là, on peut très bien faire des ordinateurs, augmenter la puissance des ordinateurs, éventuellement passer à l'ordinateur quantique, mais à quoi ça servira si effectivement les gens n'ont pas, par exemple, de couverture numérique, en fait, de couverture. Moi, j'habite aussi dans mon village natal, et on a les plus grandes difficultés à utiliser un Internet de base, je dirais un Internet basique. Donc oui, il y a une fracture numérique, d'abord parce que la couverture, les réseaux ne sont pas partout. Ensuite, parce que le matériel n'est pas partout, ça coûte cher. Nous, on sait très bien qu'il y a une obsolescence programmée qui fait que quand on doit changer notre matériel, on change de matériel. Pour beaucoup de gens, ça coûte très cher. C'est un poste important. On peut en faire l'économie, d'autant plus quand on se trouve dans un village qui est ravitaillé numériquement par les corbeaux. Donc effectivement, il y a une vraie fracture numérique. Et puis après, il y a l'usage qui suppose un apprentissage. Et moi, je fais partie de cette génération, j'ai 63 ans, je fais partie de cette génération de profs qui se sont trouvés avec des collègues un jour qui ne maîtrisaient pas l'enseignement qu'ils étaient censés délivrer. Donc des élèves, parfois, en matière d'informatique, étaient plus informés que leurs professeurs d'informatique. Donc il est bien évident que l'éducation nationale n'est pas à la hauteur. Que les parents n'ont pas à être à la hauteur sur ce type d'enseignement, parce qu'on ne peut pas dire qu'un parent doit pouvoir enseigner l'anglais, doit pouvoir enseigner le français, doit pouvoir enseigner les mathématiques, doit pouvoir enseigner, quand vous grimpez, je sais pas quoi, le russe, le grec, le latin, l'hébreu, et éventuellement un jour la programmation Internet ou l'usage des nouveaux médias. Donc les parents ne peuvent pas tout savoir et tout faire. Je pense qu'il y a une espèce d'impéritie étatique. C'est le problème français, c'est une très grosse bureaucratie, un État très puissant pour l'inutile et inexistant pour l'essentiel. C'est-à-dire quand il s'agit de courir après les grands-mères qui n'ont pas leur autorisation de sortie au moment du Covid, l'État fonctionne très bien.
Quand vous avez traversé un village à 53 à l'heure alors que c'est limité à 50, l'État fonctionne très bien. Et quand vous n'avez pas payé vos impôts parce que vous avez oublié et que vous avez pris 3 jours de retard pour la déclaration, l'État fonctionne très bien. Donc ça veut dire qu'il y a un État qui sait très bien fonctionner. Mais qu'en revanche, quand il s'agit d'organiser les déplacements, la SNCF, ce qui relève de l'État, le transport du courrier, l'enseignement des enfants, tout ça c'est une catastrophe totale. Oui, on sent qu'il y a une démission, une sorte de démission de l'État. Et sur l'informatique, effectivement, je me souviens aussi, étant jeune, au niveau du baccalauréat, avoir suivi des cours d'informatique à l'école. Il y avait du matériel, effectivement, mais il n'y avait pas d'enseignement. En fait, c'était prenez possession du matériel, car on peut pas faire plus que ça. Je crois qu'il y avait François Hollande qui avait distribué des iPads, enfin des tablettes à toutes les écoles de France, mais sans enseignement en fin de compte. Donc le matériel ne suffit pas en fait. Oui, je vais vous raconter une histoire qui me semble bien résumer ce qui se passe. Je suis allé au Mali et visiter les fameuses bibliothèques qui ont 1000 ans. Et on nous dit, c'est formidable. Et je me dis, mais il faut que j'aille voir ces livres, j'ai envie de les voir, quoi. Je me retrouve dans le désert et on me dit, ah, monsieur Onfray, on vous reçoit. Et je suis invité dans une maison avec un éclairage artificiel. Et puis, des pales, il fait très froid, enfin, c'est glacé. Et puis, j'entends des cliquetis d'ordinateurs et je vois des gens qui sont là avec des claviers, avec des écrans, des très gros écrans, des très gros claviers. Et je me dis, bon, tout ce monde-là a l'air de travailler savamment. Et puis il y avait juste quelque chose qu'il fallait remarquer, c'est que les ordinateurs n'étaient pas branchés. Donc, nous sommes un peu dans cette configuration-là, c'est-à-dire que... Alors nous, on a des ordinateurs branchés, mais d'une certaine manière, on n'est pas branchés, au sens second du terme, c'est-à-dire que j'entendais il y a quelque temps Bruno Le Maire, professeur, enfin agrégé par ailleurs, normalien, écrivain, auteur chez Gallimard, si je me souviens bien, qui nous disait qu'il fallait que nous soyons à la hauteur du défi numérique. Il fallait que donc nous soyons aujourd'hui dans l'ordinateur numérique. Et on avait juste envie de lui dire, mais vous savez, on n'a pas d'ordinateur français, par exemple. Ce serait bien de commencer par un ordinateur français et puis éventuellement des façons de faire françaises sur ce terrain-là qui nous permettraient peut-être de pouvoir exister. Nous allons faire comme d'habitude, c'est-à-dire nous allons être vassalisés. Nous sommes vassalisés, et là on nous dit, écoutez, on invente le livre, on invente l'imprimerie, vous n'avez pas besoin de savoir lire, laissez ça à quelques-uns qui, eux, vont être des érudits, des scribes qui sauront lire, écrire, compter, mais ne vous occupez pas de ces choses-là, c'est pas pour vous. Mais là, c'est exactement la même chose. On a des ordinateurs, on prétend qu'on va augmenter la puissance des ordinateurs, on veut absolument que les élèves n'apprennent plus à lire, à écrire, à compter, à penser de manière ancienne, c'est-à-dire tenir un crayon. Parfois, on voit des enfants... tenir des crayons, vous savez, il y a les marronniers à chaque fois qu'il y a la reprise des classes et on a toujours des caméras qui vont dans les écoles et il y a un moment donné où on filme des enfants en train d'écrire et on se dit jamais personne ne leur a dit voilà comment se tient un stylo. Donc il y a un moment donné où on ne saura plus tenir un stylo, on ne saura plus écrire. Je ne parle même plus aujourd'hui de savoir écrire au sens fabriquer une phrase, construire avec une syntaxe, l'orthographe, la grammaire, etc. Où on sera des êtres de clavier. Et à même un moment donné, on n'aura même plus besoin de taper sur un clavier parce que on sera pulsé grâce à Elon Musk et il suffira pas forcément de penser, puisque c'est peut-être même la machine qui pensera pour nous, mais d'avoir des impulsions qui se transformeront de manière numérique et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'éduquer comme on le faisait à l'ancienne parce que c'est la machine qui nous éduquera. De toute façon, avant d'être pucé, on aura la commande vocale. On l'a déjà avec Alexa, mais on l'aura dans la voiture, on dira à la limite tourne à droite, tourne à gauche, mais on dira écris-moi une lettre, écris-moi un email pour telle personne, et ça se fera automatiquement. Ça, c'est en fait l'interface homme-machine. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette réflexion presque philosophique sur l'interface homme-machine, c'est-à-dire de quelle façon on interagit avec une machine. Est-ce qu'on doit forcément la prendre dans ses bras, finalement, un peu l'ordinateur, quand on l'a sur les genoux, on l'embrasse finalement, alors qu'avec une interface vocale, on met une distance par rapport à la machine. Mais en même temps, on fait appel à son intelligence, on espère qu'elle va comprendre. Il y a ça avec les téléphones, avec Siri, compose-moi tel numéro, ça c'est un peu basique. Mais donc on est dans cette évolution technologique où l'humain doit repenser son contact avec la machine finalement. Ah, oui, avec tous les enjeux de Siri, Siri pense systématiquement que vous êtes un homme. Et donc moi, j'écris tous mes messages avec Siri. J'ai fini par me décourager et donc j'écris au masculin. Parce que je n'ai jamais réussi à le paramétrer au féminin. Et donc c'est le message derrière ça. Le message. Et si moi j'abdique, alors que je suis culturellement informée digitalement, que font les autres en fait ?
Déjà, ces machines fabriquent un autre cerveau, un nouveau cerveau. C'est-à-dire que quand on apprend à écrire jadis avec la plume, les pleins, les déliés, où on écrivait correctement, où l'instituteur ou l'institutrice nous reprenait en disant non, c'est pas comme ça qu'on écrit, une minuscule, une majuscule, ou etc. On lisait. Donc évidemment la page de gauche, puis la page de droite, puis la page d'après, puis etc. Et puis on commençait en haut, on finissait en bas, enfin bon, des choses que bientôt beaucoup de gens ne sauront plus. On fabriquait un certain type de cerveau. Et on était capable de lire, par exemple, La Recherche du temps perdu, c'est-à-dire de lire 4000 pages de Pléiade. Qui sait le faire aujourd'hui? On n'est pas du tout formaté comme ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, bien attendez, on va vous simplifier la vie, quel besoin de savoir écrire avec un porte-plume, un stylo, un crayon aujourd'hui, puisqu'il vous suffit effectivement de dicter à votre ordinateur. Et moi, j'ai connu quelqu'un qui me disait, j'écris un journal et j'ai déjà une 20aine de volumes de ce journal. Je dis, mais comment tu fais, quoi? Tous les matins, il se mettait devant son ordinateur, il se racontait, et effectivement, le texte arrivait sur son écran, il imprimait tout ça, et de manière très narcissique, il reliait ça, et il y avait une bibliothèque entière de lui-même. Une espèce de narcissisme généralisé, parce que les gens ne savent pas quelle distance entretenir avec la machine. C'est-à-dire que la machine est à notre service. C'est un couteau, un ordinateur. C'est-à-dire qu'on va pas faire de son couteau un doudou. On va pas le regarder, le porter, le caresser, le tripoter, le mettre sur sa table. Et puis, enfin, sauf pour éventuellement couper son pain. Mais il y a une espèce de relation assez singulière qui tient presque de l'animal domestique ou du doudou des enfants. Les gens sont avec leur ordinateur, quand ils ne le portent pas avec l'équivalent d'une montre bracelet, par exemple. Ils sont avec leur ordinateur, comme mon petit-fils ou ma petite-fille, par exemple, avec leur doudou, parce qu'ils ne peuvent pas s'en séparer. C'est une espèce d'objet transitionnel, et c'est assez problématique. Alors parlons de l'outil qui fait peur, parce que dans le Web 3, qui est le sujet qui nous occupe, on entend tout le temps cette crainte. Alors cette crainte, elle revient systématiquement à toutes les nouvelles technologies. Moi, j'ai connu l'avènement de l'Internet, tout le monde en avait peur. L'avènement de Facebook, tout le monde en avait peur. Là, aujourd'hui, tout le monde a peur des crypto-monnaies, avec le Bitcoin en tête, évidemment, qui est l'emblème de ce secteur-là. Rappelons qu'il y a quand même 20 000 crypto-monnaies, donc il y a de quoi faire. Est-ce que vous sentez, vous, cette crainte? Est-ce que vous l'avez, vous, d'abord, sur la crainte, sur les nouvelles technologies? Quelle est votre appréhension de cette crainte? Est-ce que vous pensez qu'elle est épidermique, c'est-à-dire elle est dans le système, dans le cerveau reptilien, je dirais? Ou est-ce qu'elle est sensée? Est-ce qu'elle est raisonnable, cette peur? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Ou c'est parce qu'on ne la comprend pas, cette technologie? Notamment, parlons des crypto-monnaies, puisque c'est ce qui nous occupe. J'imagine que, comme tout le monde, vous connaissez donc le sujet. Quel est votre sentiment là-dessus, sur cette crainte? Alors, il y a deux choses. Il y a la technique et les crypto-monnaies, qui d'ailleurs, les crypto-monnaies relevant aussi de la technique. Mais depuis que l'homme existe, la technique existe. C'est-à-dire que l'art de s'approprier des choses pour fabriquer des outils, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'on voit même certains singes aujourd'hui qui sont capables de transformer une pierre en outil. Donc la technique, elle est déjà là. C'est-à-dire que quand un singe a compris que pour casser des noix, il valait mieux prendre une pierre et puis l'acheter sur la noix pour qu'elle puisse s'ouvrir, plutôt que d'essayer avec ses dents, ou que des oiseaux, même éventuellement, font tomber des escargots, et ils savent que quand ils auront fait tomber l'escargot, la coquille va être cassée, qu'ils pourront descendre et manger la chair à l'intérieur de la coquille. C'est qu'effectivement, il y a déjà de la technique. Donc moi, je pense de manière générale, j'écrirai d'ailleurs là-dessus un jour, que Bergson a raison de parler d'élan vital, et que cet élan vital concerne tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, tout ce qui existe, et suppose de l'élan vital. Cet arbre sous lequel nous nous trouvons, la lumière, tout ça, c'est de l'élan vital. Et qui a quelque chose qui a produit ce que nous sommes, une puissance. Il faudrait faire presque de l'astrophysique pour le coup, et que cette puissance nous conduit là où nous allons, et on ne peut pas échapper à ça. C'est-à-dire que l'idée de dire je vais mourir, ça m'angoisse, c'est aussi ridicule que de dire l'avenir arrive porteur de ces nouvelles techniques, et ça m'angoisse également, et je n'en veux pas. C'est comme refuser la voiture quand elle arrive, ou la draisienne quand elle arrive, sous prétexte qu'on peut très bien marcher. Quel intérêt d'avoir une draisienne, par exemple? Bah oui, il y a eu la draisienne, puis il y a eu le vélo, puis il y a eu le vélomoteur, puis il y a eu la moto, puis etc., etc. Donc il y aura ça, parce que je pense que le destin de l'homme, c'est de partir de cette horde primitive pour arriver à, d'abord en passant par nous, là où nous en sommes, pour arriver à quelque chose qui me semble être quelque chose comme une espèce de retour sur soi-même. Je pense que nous allons vers la horde primitive, le retour vers la horde primitive, et que ces nouvelles techniques vont générer ce retour au primitif, parce que quelques-uns pourront
Ce seront les puissants, ce seront les dominants, ce seront les mâles dominants qui disposeront des données, des informations, de ce qu'il faut faire, qui sauront comment faire. Ce seront les nouveaux scribes. Peu de gens sauront lire, écrire, compter, éventuellement penser. Et puis, il y aura une espèce d'infinité d'esclaves, de gens qui seront totalement vassalisés. Alors, moi, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis tragique. Le tragique, c'est celui qui voit le réel tel qu'il est, du moins qui essaie de le voir tel qu'il est. Le pessimiste voit le pire partout. L'optimiste voit le meilleur partout. Je vois simplement que le cerveau qui fut celui de mon père, qui était né en 1921, qui a quitté l'école vers 13 ans, l'âge de 13 ans, mais qui savait lire, écrire, compter, penser, que je n'ai jamais surpris faisant une faute de pensée ou de réflexion ou d'analyse, ce cerveau-là est mort, ça n'existe plus. C'est-à-dire que même quand on va chercher, je sais pas, un cerveau de normalien, un cerveau d'agrégé, un cerveau de quelqu'un qui a fait Sciences Po ou l'ENA, ce sont quand même des cerveaux moindres et ils ne sont plus les mêmes. Et plus on fabrique effectivement des individus qui vont être des instruments dans un monde d'instruments que piloteront quelques-uns. Les crypto-monnaies, par ailleurs, ce sont des monnaies techniques. D'une certaine manière, quand j'en parlais de la préhistoire tout à l'heure, quand vous faites de l'archéologie préhistorique et que vous fouillez une tombe ancienne, une tombe préhistorique, vous pouvez faire avec la science qui s'occupe des pollens, voir qu'effectivement, quand quelqu'un mourait, on l'a installé sur un lit de fleurs, de plantes, de jolies fleurs, et puis qu'il y avait aussi des jolis coquillages, et évidemment pas les cailloux, mais des jolis coquillages. Donc c'est la rareté qui fait la richesse. Et donc là, ce sera exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va refabriquer de la rareté, on va refabriquer de la richesse avec de la croyance. C'est-à-dire que si je vous dis, voilà, ceci est un diamant, vous n'allez pas me l'acheter le même prix que si je vous dis, ceci est un charbon, même si, un boulet de charbon, même si chimiquement, géologiquement, on dira, c'est constitué exactement de la même manière. Il y a croyance et il y a consensus. Et confiance. Donc, c'est effectivement l'étymologie de fiduciaire, c'est la foi. C'est exactement la même chose. Ouais. J'ai un billet de 50 €, je veux vous acheter, je sais pas, des pommes, je vous donne mon billet, il pèse pour vous 50 €, et pour moi aussi, vous avez évalué le coût de vos pommes, vous me les vendez, vous me rendez la monnaie, l'affaire est réglée, on y croit. Ouais. Simplement, si c'est démonétisé, si c'est le principe de l'assignat pendant la Révolution française, et que vous n'y croyez plus, vos 50 € ne valent plus 50 €. S'il y a une inflation, s'il y a ce genre de choses. La crypto-monnaie, c'est ça. C'est-à-dire que j'y crois autant qu'on y croit. Et si d'un seul coup, on n'y croit plus. Vous voyez, par exemple, le moindre mouvement d'Elon Musk effondre une crypto-monnaie. C'est problématique quand une monnaie dépend des humeurs et des vapeurs d'un seul individu. Le principe jadis, c'est que la monnaie était construite sur l'or et que l'or et toujours d'ailleurs associé à la rareté. On découvrirait une espèce de mine d'or dans laquelle il y aurait des tonnes d'or faciles à récupérer. Ouais. Évidemment, d'un seul coup, la valeur s'effondrerait totalement. Si on retrouvait 500 toiles de Van Gogh, le coût de Van Gogh ne serait plus le même non plus. On sait comment on fabrique de la valeur aujourd'hui et c'est par la rareté. Donc moi, je ne suis pas gêné du tout par les bitcoins. Je dis simplement que si chacun fait sa monnaie, il n'y a plus de monnaie. C'est ça le problème. Oui. Exact. S'il y a plus de monnaie, s'il y a trop de monnaie, il n'y a plus de monnaie. Voilà. C'est-à-dire, oui. Donc, la valeur, elle est installée par la confiance, le consensus et par la rareté. Aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà beaucoup de crypto-monnaies. Maintenant, il y a des crypto-monnaies qui sont fondatrices, le Bitcoin et l'Ethereum. L'Ethereum étant une crypto-monnaie qui permet de développer des usages, contrairement à un Bitcoin qui ne permet qu'une seule utilité, à savoir envoyer de la transaction monétaire de façon sécurisée, transparente, infalsifiable. Maintenant, aujourd'hui, je pense que les gens sont dans un état où ils cherchent des méthodes alternatives pour reconstruire le monde, et d'autant plus les jeunes. Ils cherchent d'autres types de fonctionnement. Et la crypto-monnaie et la blockchain sont des réponses à ces jeunes générations. Alors évidemment, nous, on est des early. Les gens qui aujourd'hui sont dans la blockchain et les cryptos, c'est une poignée de personnes. En revanche, c'est comment ces technologies et toutes les possibilités que ça offre vont transformer la société, en sachant qu'aujourd'hui, les jeunes de 15 ans n'iront pas, ils ne voudront pas de compte en banque. Ils ne voudront pas aller à l'école. Ils ne voudront pas d'un banquier ou d'un assureur. Ils n'y croient plus. Ils ont baissé les bras, ils ont abdiqué. Ils n'ont plus confiance. Quand il n'y a plus ce climat de confiance, alors on se détache de ce que dit Elon Musk ou pas. Elon Musk, oui, bien sûr, il fait la pluie et le beau temps maintenant. Mais en parallèle de ça, il y a l'inflation, les gens qui finissent pas leur fin de mois, le coût de l'essence qui grimpe, le coût de l'électricité. Et ça, je pense que
on est loin d'Elon Musk. À un moment donné, les gens vont dépasser ça. Je ne crois pas, parce qu'on ne peut pas être l'État à soi seul. On ne peut pas être l'État tout seul. Et cette idée de dire j'ai ma monnaie, j'ai ma police, la propriété c'est moi qui décide, la valeur c'est moi qui décide, c'est très narcissique, c'est très égocentré, c'est très dans l'esprit du temps. Et moi, je pense très exactement l'inverse. Je pense que ce vers quoi nous allons, c'est un État universel. C'est pas une multiplication des États. C'est pas l'idée qu'il y aura autant d'États qu'il y aura d'individus. Ça, c'est la logique libertarienne. Je pense que quand quelqu'un comme Jacques Attali écrit un livre qui s'appelle Demain, qui gouvernera le monde, point d'interrogation, il y travaille, lui, à la gouvernance mondiale, à l'État total. Et je pense que l'effondrement des civilisations, l'effondrement des cultures locales, je dirais, c'est-à-dire le monde chinois, le monde slave, le monde judéo-chrétien, etc. Ces effondrements-là vont vers un État universel, qui sera un État total, avec une gouvernance totale et planétaire. Et il y a un moment donné où la valeur, elle sera conférée par cet État universel. C'est pas soit dans son coin où on dira moi j'ai créé ma petite monnaie, comme il y a des monnaies locales, vous savez, il y a ça en Normandie par exemple, le Rollon, je sais pas quoi, le Guillaume, qui renvoie Guillaume le Conquérant, et on se dit c'est très bien, je suis fier d'être normand et je vais acheter mon pain au chocolat avec un ducat ou un Rollon ou je ne sais quoi. Et on a l'impression d'être éminemment résistant dans un monde où tout le monde collaborerait. Ça c'est pour rire, c'est pour faire semblant. Je pense que la valeur déjà aujourd'hui, elle est constituée comme ça. C'est-à-dire, on sait très bien aujourd'hui que la valeur, elle est une fiction virtuelle. On n'a pas besoin de papier-monnaie. Aujourd'hui, quand vous arrivez avec une carte bleue, on ne vous demande pas de sortir de l'argent. On ne demande pas, en plus de ça, de sortir de l'or de votre poche. C'est-à-dire que si effectivement la banque dit « vous avez cet argent » alors que la banque ne l'a pas, eh bien, si on me dit que je l'ai et que quelqu'un d'autre le croit, c'est l'aspect fiduciaire de la chose, eh bien, j'ai cet argent. Ouais. C'est ce qui fait que la plupart du temps, quand vous avez un peu d'argent, enfin, disons, quand vous avez de l'argent, eh bien, les banquiers vous en prêtent toujours, puisqu'on ne prête de l'argent qu'aux gens qui en ont déjà. Michel Onfray, pardon, je vous coupe, parce que j'aimerais revenir, ça m'intéresse vraiment beaucoup, ça, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la horde, le retour à la horde. Et quand on voit, nous, dans les communautés qu'on dit Web3, la crypto, les NFT, la blockchain, ça constitue non pas chacun son État, mais chacun sa communauté. Et alors, elle est non pas normande ou française ou X, elle est mondialisée, puisqu'en fait, on est dans un système en réseau informatique. Décentralisé. Et donc, j'ai l'impression est-ce qu'il n'y a pas un parallèle quand vous disiez retour à la horde, ça j'y crois aussi beaucoup, mais la horde, cette fois, elle sera communautaire mondialisée, donc on sera, je sais pas, des milliers d'amateurs de niche, par exemple, mais sur 40 pays, avec un langage commun, effectivement, malheureusement, qui sera l'anglais, ça c'est certain, mais peut-être avec une crypto-monnaie commune à cette communauté où on pourra s'échanger de la valeur au sein d'une communauté sur 40 pays. Et est-ce que c'est pas le retour à la horde, mais une horde digitale, mais qui réagira comme une horde finalement? Non, mais le principe de la horde, c'est qu'elle fait régner la loi pour tous les autres. Donc oui. on aura une horde qui probablement sera... Enfin, j'en sais rien, moi je dirais a priori, même pas américaine, californienne. Je pense que c'est plutôt la côte ouest des États-Unis qui est en train de travailler à ce sujet-là. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe en Chine, on ne sait pas ce qui se passe en Inde. C'est assez peu probable que ça se passe en Afrique. C'est assez peu probable que ça se passe en Europe. Mais il va y avoir effectivement du côté des Californiens cette façon de... Vous voulez qu'on attende, qu'on écoute tous ensemble Non, je rappelle qu'on est dans un petit village de France et que comme dans tout l'hiver... J'adore, voilà. C'est formidable. Il y a une cloche. On est rappelé à l'essentiel. Ouais. Mais je crois qu'il y aura un lieu. Je pense que quand vous dites décentralisé, ce sera centralisé. On ne saura pas où c'est. Je pense que l'avenir est dans le passé des deux livres que sont 1984 d'Orwell et le meilleur des mondes de Huxley. C'est-à-dire, quelque part, sera un lieu qui centralisera, à partir duquel, évidemment, il y aura des rhizomes, des rayonnements sur l'ensemble de la planète. Chacun aura l'impression de faire partie d'une communauté totalement virtuelle. Mais ces data qui donnent l'impression d'être dans le cloud, c'est extraordinaire l'expression. C'est dans le nuage. C'est formidable. C'est pas du tout dans le nuage. C'est dans des ordinateurs qui sont aux États-Unis et on sait très bien où ça se trouve. Donc c'est pas dans le nuage, c'est très précisément enfoui dans une terre californienne ou du côté de la côte ouest américaine. Qui sont d'ailleurs sur les serveurs d'Amazon et on sait que les tests Covid, les passes Covid français étaient hébergés sur les serveurs d'Amazon aux États-Unis. La France s'est vendue comme elle se vend depuis Maastricht. Et effectivement, toutes nos données sont offertes aux États-Unis.
Ouais. Exactement. Mais justement, le Web3 permet justement aux gens de récupérer le pouvoir sur leur data, puisqu'avant, on se connectait au site en passant par les GAFAM, donc par les grands acteurs de ce monde, Facebook, Google. Donc, je vais sur le site de Booking pour réserver un voyage à Istanbul avec mon mari. Je me connecte avec mon compte Google ou avec mon compte Facebook et par conséquent, ils attrapent ma data et savent tout de moi. Le Web3 me permet aujourd'hui de ne plus me connecter via ces plateformes, mais de me connecter via mon wallet, via mon portefeuille digital. Donc aujourd'hui, c'est déjà réalisable et donc il n'y a plus personne qui attrape mes datas au passage. Mais ça aussi, quelle sacrée responsabilité d'avoir mes datas. Parce que qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je vais pouvoir décider de les livrer à une marque en laquelle j'ai confiance ou à un labo pharmaceutique qui travaille sur telle ou telle recherche auquel je crois. Donc l'enjeu de la data sur le Web3, il est central. Est-ce que vous pensez que les gens ont la capacité de reprendre ce pouvoir-là? Ils l'ont technologiquement, mais philosophiquement, est-ce que vous pensez qu'ils vont l'apprendre? D'abord, moi, je pense que vous avez tort de croire que c'est parce qu'on se connecte qu'on est connecté. Je pense qu'on est connecté quand on est branché, c'est-à-dire sur le secteur, vraiment. Et il se peut même qu'il y ait des batteries autonomes sur des ordinateurs qui puissent faire de telle sorte que même si vous n'êtes pas branché sur le secteur, votre micro et votre caméra peuvent fonctionner à distance. Et je ne me fais aucune illusion sur le fait que quand mon ordinateur est éteint et branché, eh bien, on peut m'entendre et on peut me voir. Enfin, du moins, on peut voir ce que voit la caméra de mon propre ordinateur. Quand vous avez Alexa chez vous, c'est formidable. Vous dites Alexa, il est quelle heure? Alexa, quand est-ce que mon train part? Alexa, mon avion est-il en retard? Alexa, joue-moi, je sais pas quoi, la dernière chanson de Benjamin Biolay, ou Alexa, etc. On dit, oh là là, c'est formidable. Mais Alexa, elle nous écoute quand elle veut, où elle veut, et à n'importe quelle heure du jour et de la journée. C'est-à-dire qu'on imagine que ces instruments sont à notre service. Mais c'est nous qui sommes au service de ces instruments. Moi, je sais en permanence que on peut m'écouter et on peut me voir indépendant. Et je suis pas paranoïaque, je sais que ça se fait, c'est pas compliqué. La police peut le faire. Vous avez des renseignements qui savent faire ça très bien. Vous avez la possibilité, avec une voiture qui est garée au pied de chez vous, de faire de telle sorte que vous rentriez totalement sur l'ordinateur de quelqu'un et que vous l'espionniez totalement. Vous n'avez pas besoin de dire je me suis connecté sur Internet pour aller chercher, je sais pas quoi, je cherche des montres anciennes, j'aime bien les montres des années 50, par exemple, et puis d'un seul coup, vous dites mais c'est quand même incroyable, pendant 3 mois, j'ai reçu des avis qui me font quand même, oui, là ce sont des algorithmes, mais indépendamment des algorithmes, moi je pense que, et ce sont même des algorithmes qui éventuellement font ce travail, mais moi je peux très bien imaginer que nous soyons franchement écoutés par des algorithmes qui estiment que dans nos conversations, s'il y a des récurrences, des mots, des choses qui sont dites, d'un seul coup, on peut dire attention, on va les voir un peu plus précisément, et pour le coup, coller quelqu'un qui va franchement écouter parce que on entend trop souvent parler de ceci ou de cela. Il y a des algorithmes, par exemple, qui à un moment donné ont interdit sur je ne sais plus quel compte, ont interdit un compte parce qu'il était trop question de noir, de blanc, de noir, de blanc, de noir, de blanc, etc. C'était juste un site d'échecs, de joueurs d'échecs. L'algorithme, lui, il entend parler noir, il dit c'est pas bien, ces gens sont des racistes, des suprémacistes blancs. Voilà. Ça, oui. Et donc les algorithmes fonctionnent. Je ne pense pas qu'il y ait un type avec son casque derrière un haut-parleur qui lui rapporte les conversations qu'on peut avoir. Mais je pense que le système algorithmique fait que nous pouvons être totalement connectés, même quand nous ne le sommes pas, du moins, et espionnés quand nous ne le pensons pas. Et assez mal fait d'ailleurs, parce que quand on achète, là récemment, on a acheté une valise et pendant 3 mois, on a eu des pubs sur la valise alors qu'on avait déjà acheté, donc ça servait à rien. Oui, mais ça c'est la bêtise de l'algorithme. C'est la bêtise de l'algorithme. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il devrait savoir que vous l'avez acheté cette montre et que vous n'allez pas en acheter 2. Voilà. Moi j'ai acheté une maison juste à côté de chez vous, vous le savez bien, on est voisins. Et bien à un moment donné, effectivement, j'ai cherché de ma Normandie, j'ai cherché, et à un moment donné où on cherche, on trouve, on achète, et bien on continue à être informé en disant voilà tel type de bien qui correspond effectivement au budget, etc., etc. En fait, tout ce qu'on avait donné comme type d'information. Ça on le sait, mais je pense que les algorithmes vont chercher beaucoup plus loin et sont capables de calculer des informations dont nous ignorons même qu'elles sont calculées et que d'aucuns en disposent sur notre propre compte. Oui, exact. Mais moi, j'ai une question, je vais revenir un peu en arrière sur la capacité des gens d'adopter les technologies et de faire bouger les lignes. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, en gros, est-ce que vous pensez que les générations qui arrivent vont faire bouger les choses de par leur comportement, en sachant qu'ils ont perdu confiance dans les tiers de confiance, en sachant qu'ils ont
un peu abdiqué et que leur réalité, c'est YouTube et Google? La génération, on ne peut pas dire qu'elle est comme ceci ou qu'elle est comme cela. Il y a tout dans cette génération. Vous avez vu, il y a des jeunes qui ne veulent plus travailler, il y a des jeunes qui veulent ne plus consommer, il y a des jeunes qui ne veulent plus être connectés du tout, il y a des jeunes qui veulent revenir totalement... Qui deviennent agriculteurs, oui. Par exemple, ou des décroissants. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces écologistes-là. J'aime pas beaucoup les écologistes qui roulent en 4x4 avec des intérieurs cuir et qui sont véganes, ou qui prétendent à la télévision qu'ils sont véganes. Mais en revanche, des gens qui disent, moi je vis dans la campagne en décroissant total et je ne contribue pas à alimenter le délire du net, moi je trouve ça formidable. Et puis vous en avez d'autres qui sont des hyper geeks et qui passent leur temps justement à être connectés, à donner des informations, etc. Donc je pense qu'on aura là comme ailleurs une espèce de lutte des classes entre la horde dont je parlais tout à l'heure, c'est une espèce d'armée qui fonctionnera avec la horde et qui rendra possible le dispositif de contrôle, le dispositif de pouvoir, le dispositif de domination, le dispositif de vassalisation, et puis d'autres qui ne sauront pas. C'est-à-dire, moi j'ai une voiture par exemple, et je suis incapable de vous expliquer comment fonctionne un moteur. Donc il y a plein de gens qui aujourd'hui ont des ordinateurs, ont des téléphones portables ou une télévision, ou même l'électricité chez eux, et sont incapables de vous expliquer pourquoi quand ils appuient sur un interrupteur, il y a de l'électricité dans leur maison. Pourquoi d'un seul coup il faisait nuit, et puis il fait jour, ce que c'est que cette lumière artificielle, etc. Donc je pense que la méconnaissance de l'instrument, de la technique sera totale, sauf quelques rares exceptions, et que les usages seront extrêmement élitaires. Ouais. Donc la génération, on ne peut pas dire elle sera comme ceci ou elle sera comme ça. Moi je pense qu'il y aura comme toujours des malins et des pas malins, des gens qui vont dominer, des gens qui seront dominés, qu'il y aura une espèce d'inégalité extrêmement sauvage, parce que les moyens de domination seront d'autant plus puissants que vous serez initiés. Oui, mais alors ça c'est vous décrivez les GAFAM, bon ça y est, le monde est déjà comme cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas lancer un nouveau service, un nouveau moteur de recherche. Même l'Union européenne a abdiqué. Il n'est plus question d'un moteur de recherche européen. En revanche, ce qu'on voit nous dans le Web3, avec le système blockchain, par exemple, il y a des initiatives de réseaux sociaux décentralisés, donc c'est-à-dire faire face à Twitter, concurrencer Twitter et Instagram, etc., en proposant un réseau social où la communauté serait la propriété de l'individu. C'est-à-dire que, vous savez bien, aujourd'hui, vous avez un compte Twitter. D'ailleurs, à une époque, vous tweetiez beaucoup, je me souviens. Non, j'ai pas de compte Twitter. Ah bon, d'accord. Ah, pourtant. Il y en a 4 ou 5 à mon nom. Ah oui. Ah oui, des faux comptes. Il y a des gens qui, à Front Populaire, ont un compte Twitter pour moi et le font correctement. Mais moi, non, j'ai laissé tomber tout ça. Ouais. Okay. Et donc, si Twitter vous ferme le compte, ce qui est arrivé à pas mal de gens, y compris Donald Trump, vous perdez toute votre communauté. Et donc là, il est question que la communauté, donc tous ceux qui ont souscrit à vous, soient hébergés dans votre portefeuille digital, qu'on appelle le wallet en anglais évidemment. Et à ce moment-là, vous iriez vous connecter sur un autre réseau social et vous importeriez directement toute votre communauté from day one, quoi. Immédiatement, vous auriez tous les abonnés qui seraient réapparus sur un nouveau réseau social. Et ça, c'est ce qu'on appelle décentralisé. Il faut une blockchain et il faut de la crypto-monnaie et il faut des NFT. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui apparaît maintenant et qui est un modèle, je pense, très fort, très puissant. Oui, parce que les gens, là aussi, ont perdu confiance. Il y a des tas de gens qui avaient mis beaucoup d'énergie à développer des communautés. Vous, par exemple, sur votre chaîne YouTube, si demain YouTube décide que vous n'êtes plus acceptable et qu'il vous ferme votre compte, c'est quand même un canal très très important pour vous. Vous avez votre propre site web, je crois que c'est pour ça aussi, par rapport à la censure. Ça a été fermé, ça a été censuré. Ah, ça a été fermé. M'ont dit les amis qui s'occupent de ça. Et enfin, j'entre pas dans le détail, mais ils ont questionné, on leur a dit non, il y a un malentendu, on n'en comprend pas pourquoi, etc. Mais oui, évidemment, je sens bien que je suis pas politiquement correct et que je dois être guetté, bien sûr. Oui. Oui. C'est pour ça que vous avez créé votre propre site web en .com et que vous hébergez toutes les vidéos là-dessus directement. Oui. C'est ça, mais d'autres le font pour moi. Ouais. Moi, je suis un homme de la chandelle et de la bougie. D'accord. Donc la question centrale, c'est croyez-vous en la possibilité d'un monde décentralisé, avec un fonctionnement décentralisé, puisque la blockchain permet ça, un fonctionnement décentralisé, où chacun a un rôle à jouer dans le fonctionnement de la blockchain, et donc de la validation de la transaction, quelle que soit. Est-ce que vous croyez que c'est utopique, ou est-ce que vous croyez qu'on va vers un monde où on aura le choix ?
La question n'est pas tant de savoir vers quoi on va, mais de savoir où on est déjà, parce que c'est déjà le cas. Nous n'avons pas le choix. Ces instruments sont présentés comme des instruments de liberté, ce sont des instruments de domination et de servitude. On nous dit, mais c'est une façon d'enjamber des pouvoirs constitués, qui seraient par exemple les pouvoirs de la presse papier, des journaux, des hebdomadaires, mais également des vieilles télévisions, etc., etc. Mais en fait, c'est très exactement un contre-pouvoir qui est devenu un pouvoir et qui est devenu parfois un pouvoir beaucoup plus puissant que d'autres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière de philosophe, si on avait une émission chez Bernard Pivot, le livre se trouvait propulsé dès le lendemain. Si on avait fait une bonne performance médiatique, le livre était promu dans les listes des meilleures ventes, etc. Aujourd'hui, ça marche plus du tout. Il n'y a plus une seule émission de télévision qui soit prescriptrice. En revanche, c'est le bouche à oreille sur les communautés qui fait que on dit lis ceci, lis cela, regarde ceci, je t'envoie cette vidéo. Alors il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, il faut qu'elle soit performante, c'est-à-dire il faut que ce soit bref, agressif, violent, monté d'une certaine manière pour pouvoir séduire un certain nombre de clients qui ont besoin de faire fonctionner 3 neurones, guère plus, et il faut que ça dure moins de 30 secondes et là c'est parfait. Ce qui veut dire effectivement qu'un certain nombre d'opérations ne sont plus possibles. Penser, réfléchir, analyser, philosopher, tout ça c'est terminé, c'est plus possible. Exactement, c'est d'ailleurs ce qui se dit, c'est que le nouvel or, c'est la capacité d'attention, parce que vous écriviez, vous disiez tout à l'heure que finalement, apprendre à écrire, ça formate la pensée, ça vous apprend la patience, ça vous apprend le perfectionnement, la rigueur. Aujourd'hui, on sait que les gens, ils avalent du contenu très très vite, et ils swipent avec leur pouce au bout de 3 secondes si le message n'est pas passé. Et donc, c'est vrai que ça formate les intelligences, ça forme des gosses impatients, hyperactifs, avec des cerveaux qui commencent des choses et qui ne les finissent pas. Alors, dans la génération quand même, parce qu'on parle souvent de la génération Z, ceux qui ont 13-15 ans, ils ouvrent une chaîne YouTube, je crois un grand nombre. Oui. Donc ils essayent, ils tentent d'être acteurs de leur propre information, de leur propre canal. Bon, ils en consomment, mais en même temps, ils sont émetteurs d'informations. Donc, pour moi, je voyais ça comme plutôt une bonne nouvelle, en me disant, pour une fois, il n'y a pas que Pivot et France 2 qui font la pluie et le beau temps. Il peut y avoir maintenant des milliers de chaînes de littérature. D'ailleurs, j'en connais. Il y a des youtubeurs de littérature qui vont vite, ça, vous avez raison. Ils vous disent pas, on va passer 3 heures sur un bouquin. C'est plutôt 20 bouquins en 10 minutes. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et je trouve c'est la fin de la compétence. C'est-à-dire que si vous avez un problème, par exemple, et que vous avez besoin d'un chirurgien, un type qui dira « mais moi j'ai décidé d'être chirurgien hier soir, d'ailleurs j'ai un CAP de charcutier », vous n'allez pas lui donner votre carcasse. La même chose avec quelqu'un qui vous dirait moi il faut que je fasse un voyage Paris-New York bientôt. Un type vous dira moi je peux vous emmener, j'ai un certificat du LM, je peux vous faire traverser l'Atlantique. Vous direz non. Parce qu'il y a des domaines où l'absence de compétence est quand même visible. C'est exactement la même chose si vous dites voilà vous avez un Steinway, un Bösendorfer, allez-y sur scène, jouez-moi une sonate de Brahms et puis si vous savez pas, vous savez pas. Et le problème avec les gens qui créent des chaînes aujourd'hui, c'est que n'importe qui est spécialiste de n'importe quoi. Et le problème, c'est que vous êtes à égalité avec quelqu'un qui, lui, est vraiment un spécialiste. C'est-à-dire, j'ai entendu votre ironie à l'endroit de Pivot, mais peut-être Pivot faisait-il de mauvaises choses, mais je préfère que Pivot fasse des mauvaises choses parfois de temps en temps, parce qu'il avait la compétence, parce qu'il lisait les livres, parce qu'il avait une vraie compétence professionnelle, plutôt que n'importe qui disant, moi, je vais faire ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube perso, parce que narcissisme, égocentrisme, etc. Et puis, je vais parler des bouquins en disant je like ou je nique. Ce sera souvent j'adore, c'est de la merde, c'est nul, c'est à chier. Enfin, le spectre est quand même assez peu étendu chez ces gens qui nous disent qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas et ils vous le disent en 10 secondes. Alors que vous ayez après telle ou telle chaîne qui fonctionne bien avec des gens compétents. D'ailleurs, on a le désir, moi j'ai le désir du moins, mais on verra avec les amis de Front Populaire, mais j'aimerais qu'on puisse faire une chaîne entièrement consacrée aux livres, mais justement en prenant le temps. Justement en prenant le temps. J'ai fait assez d'émissions de télévision pour savoir que Pivot, ce fut un âge d'or. C'est-à-dire voilà quelqu'un qui savait conduire un débat, qui quand il recevait les gens avait personnellement lu les livres. Vous me direz ça paraît quand même un peu normal. Ben non, parce qu'il y a plein d'émissions où je suis allé où les gens se faisaient faire des fiches et ils ont des oreillettes et où en régie on leur dit quel type de questions ils peuvent poser. Donc moi je pense qu'effectivement l'idée qu'un maximum de gens puissent s'exprimer n'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi faire ?
La question est, pourquoi faire ? Est-ce que le fait de pouvoir s'exprimer est une bonne chose, du simple fait qu'il faudrait pouvoir s'exprimer, ou alors ce serait pour le coup la quantité de verbes, ou est-ce que la qualité de verbe n'est pas supérieure ? Moi, je préfère effectivement une chaîne faite par quelqu'un qui aura été, je sais pas, un type qui aura passé sa vie à faire des fouilles sur un chantier, sur le forum ou sur l'agora de je ne sais quel endroit à Athènes, et qui nous dira, ben voilà, moi j'ai des choses à vous dire, même si éventuellement il n'est pas très malin, il n'est pas très grossier, il n'est pas très sexy, il ne sait pas trop cadrer, plutôt que quelqu'un qui vous dira, moi j'ai des choses à vous dire parce que j'ai lu ça il y a 2 jours sur Wikipédia et je me mets en scène. En fait, je crois que c'est surtout, alors pour ce qui est de Bernard Pivot, je regardais ça religieusement en famille d'ailleurs, et je repense à mon père aussi, qui nous a initiés à la littérature. Et lui, il demandait à ce qu'on regarde tous ensemble cette émission de Bernard Pivot. Effectivement, c'était une grande émission. Ce que je voulais dire, c'était que ça donne la chance, au moins YouTube et les nouvelles technologies donnent l'opportunité, parce que pour Bernard Pivot, pour avoir lu sa biographie, il a eu une belle carrière avant d'arriver à la télévision. Finalement, il a pu prouver qu'il était vraiment un littéraire et qu'il était un bon journaliste. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de donner sa chance. Claudia parle souvent de Hugo Décrypte, qui est ce jeune homme de 25 ans qui décrypte l'actualité pour toute la génération 15-25 ans. Il le fait avec beaucoup de talent, il le fait sérieusement, les informations, on a vu avec plusieurs beaucoup fois. de transparence en fait. Ouais. Il a 1 million de followers sur toutes les plateformes, et le message qu'il dit, il dit: j'ai 25 ans, je suis journaliste, mais je ne suis pas plus que vous, et une chose est sûre, je ne vous trahirai pas. Mon métier est de vous relater l'information telle qu'elle est, et je m'engage à le faire. Et donc, ça n'existe pas, hein, l'information telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie de le faire le mieux possible par rapport effectivement à sa génération qui a perdu confiance dans les médias. Et donc, il n'a pas 1 million de followers pour rien. D'ailleurs, si vous le suivez, effectivement, c'est du snacking. Là encore, c'est de la quantité. Vous savez, il y a des gens qui ont des millions de followers parce qu'ils font des vidéos avec des chats. Oui, mais c'est pas son cas. Lui fait, je dois dire que c'est assez bien fait. Même si, je vous rejoins là-dessus, c'est du snacking. Donc c'est du contenu vite lu, vite absorbé. En revanche, aujourd'hui, quand on discute un peu avec les jeunes, ils nous disent, mais nous, aujourd'hui, on a confiance en Hugo Décrypte, et c'est là qu'on va chercher l'information. On ne va pas la chercher ailleurs. Et donc, après, on peut reprocher que ça soit du contenu snacking, bien sûr, mais il fait ça avec les outils de sa génération, pour sa génération. En attendant, une chose est sûre, ces générations, elles ont perdu confiance dans nos médias. Et il n'y a pas qu'elles, d'ailleurs. Mais le problème, c'est pas qu'elles aient perdu confiance dans nos médias, parce que ça, c'est plutôt bien, c'est qu'elles aient confiance dans des sous-médias. C'est ça le problème, c'est-à-dire que vous n'ayez plus confiance en Libération, en France Inter, en France Culture, Le Monde ou l'Obs. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous avez gardé votre esprit libre. Mais si c'est pour aller chercher sur des sites conspirationnistes ou des sites antisémites ou des sites négationnistes vos propres informations, le négationnisme ne s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'Internet existe. Oui, mais moi, je fais partie de cette génération où Internet n'existait pas et où les informations négationnistes se trouvaient dans des librairies spécialisées. Il fallait aller à Paris, il fallait acheter les livres de Faurisson, etc. Aujourd'hui, en 2 secondes, vous avez les œuvres complètes de Faurisson sur Internet. Et vous me dire, c'est bien, c'est la liberté d'expression, c'est ce que dit Raoul Vaneigem, l'ancien 68ard, qui nous dit, en bon libéral libertaire qu'il est, finalement, il y avait une espèce d'homéostasie, tout ça fait qu'il y a tout le contraire de tout, mais la vérité va finir par triompher. Mais c'est la main invisible. Moi, je ne crois pas à la main invisible. Je ne crois pas. Je crois que si on est dans la séduction, dans la bêtise, dans la grossièreté, on aura la quantité et on aura rarement la qualité. Et pourquoi Hanouna fait-il les succès qui sont les siens? Parce qu'il fait des choses de qualité. Vous pourriez dire, vous avez vu les succès d'Hanouna, c'est bien la preuve de la qualité. Je ne suis pas sûr. Et parfois, vous avez des émissions qui sont d'excellente qualité avec très peu de gens. Mais parce qu'on retrouve votre première question, c'est la question de l'éducation. Ouais. Qui éduque à quoi? Quand vous avez fabriqué des générations de crétins, les crétins, ils veulent la nourriture qu'on leur a donnée. Moi, quand j'étais enfant, j'ai mangé du beurre, du vrai beurre, et quand vous retrouvez du vrai beurre aujourd'hui sur un marché et que vous faites goûter à des enfants, ils vous disent c'est pas bon, c'est dégoûtant, c'est ce qu'ils veulent, ça a du goût, ça a trop de goût. Et ben voilà. Et bien c'est un peu la même chose avec les idées. Là vous dites mais ce type il a plein de gens, ça va très vite, on a confiance en lui, ce type il décrypte l'actualité. Il a 25 ans. Je veux bien, moi je me souviens qui j'étais à 25 ans. Est-ce que vous pensez qu'à 25 ans, on a vraiment les moyens de décrypter toute l'actualité quand on est soi tout seul comme ça? Il n'est pas tout seul, après il a une grosse équipe avec
avec lui. Mais... Oui, probablement, mais je peux pas en parler, mais je me méfie autant de ce monsieur que de Laurent Geoffrin ou du patron de Libération. Je pense qu'il y a un moment donné où les gens qui nous disent ne croyez pas les autres, mais croyez-moi, sur le décryptage. Non, tous les décryptages sont subjectifs. Moi, le premier, quand je fais un décryptage, je dis pas, je vais vous raconter le réel tel qu'il est, les choses telles qu'elles sont. Je propose ma subjectivité. Oui, c'est plutôt apprendre à penser, ce que vous dites tout le temps, et je comprends bien, effectivement, c'est apprenez les gens à lire quelque chose qui va dans un sens, quelque chose qui va dans l'autre sens, et faites-vous votre propre opinion sur ce que vous avez lu à droite et à gauche, effectivement, et n'attendez pas que quelqu'un vous livre du prêt-à-penser, quoi, finalement. Mais donc, vous pensez que justement, cette technologie, là où elle vous fait peur, c'est qu'elle accélère, en fait, ce processus qui est mis en place depuis 10 ans. Vous pensez que ça va aller en s'accélérant et que ça va pas aller en s'améliorant, vous pensez au contraire? C'est ça que vous essayez de nous dire, en fait? Je ne rends pas la technique responsable, c'est-à-dire que c'est l'époque qui est ainsi, c'est-à-dire que l'incompétence est généralisée. N'importe qui aujourd'hui peut être chauffeur de taxi, n'importe qui peut être hôtelier. Vous pouvez effectivement, on ubérise tout. Je dirais, on ubérise aussi la pensée. C'est-à-dire, quelqu'un peut vous dire aujourd'hui, j'entendais l'autre jour que de l'intelligence artificielle compose de la musique. Donc vous n'avez même pas besoin de connaître le solfège, vous pouvez être aussi un compositeur. Et des images aussi. Et ben donc, vous dites après tout, qui sont ces gens qui ont fait le conservatoire et qui ont la prétention de vouloir me donner des leçons, qui est ce monsieur, je sais pas, mon ami Eric Tanguy par exemple, qui est compositeur, en disant... Vous avez une petite bête sur l'épaule gauche. C'est pas grave, on est dans la nature. Oui, c'est pour ça. Et donc, je pense que c'est l'incompétence qui s'est effondrée. Mais que si Internet avait existé au moment où la compétence existait, ça aurait été un formidable instrument. C'est d'une certaine manière l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui est aujourd'hui numérisée. Simplement, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est pas n'importe qui écrit les textes. Ouais. Et là, aujourd'hui, n'importe qui écrit n'importe quoi. Je m'autorise moi, je vois bien ce qu'a été ma notice Wikipédia pendant des années. Moi, j'ai laissé faire. Apparemment, l'équipe de Front Populaire est en train de s'occuper de ça parce qu'ils m'ont dit, mais il y a tout et n'importe quoi. Des choses totalement extravagantes. Mais on dit, c'est l'encyclopédie participative, libérale, libertaire, participative, démocratique. C'est quand même beaucoup mieux que si c'était quelqu'un qui avait rédigé un texte sur vous. Je n'en suis pas sûr, parce que la quantité ne fait pas la qualité, parce que quand il y a un grand nombre de crétins, ça fait pas de la qualité. Alors moi j'aime beaucoup Wikipédia, mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que Wikipédia. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup l'idée que sur une fiche, c'est la communauté qui régule. Moi je suis intervenu sur plein de fiches Wikipédia et on m'a censuré, on m'a dit non, ça c'est pas exact, ça il y a une faute de grammaire, ça il faut mettre une virgule. Donc j'accepte la communauté, mais c'est un objet communautaire. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait que Wikipédia. Il faut aussi qu'on ait l'encyclopédie universaliste, le petit Robert, le petit Larousse, enfin. Et comme d'habitude, il faut aller chercher sa définition du mot un peu partout et se faire sa propre opinion. Mais vous avez répondu à ma question suivante, j'ai l'impression, j'allais vous dire, est-ce que c'est la technologie qui est responsable de cette baisse du niveau général, on va dire, ou est-ce que c'est la baisse du niveau général qui a commencé il y a 30 ans, bien avant la technologie, et la technologie a accéléré le mouvement, quoi. Ah oui, c'est pas la technologie qui est responsable de ça, c'est l'effondrement du système pédagogique français, d'après mai 68. C'est-à-dire qu'on a estimé que mai 68 apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser de manière ancienne, avec les méthodes syllabique et qu'il fallait en finir avec tout ça, que l'algèbre, la géométrie inutile, la chronologie inutile, apprendre le dessin, la perspective inutile, il fallait laisser les enfants retrouver, ça c'est l'espèce de délire structuraliste, mais retrouver ce qu'ils portaient en eux déjà, ils savaient déjà dessiner, écrire, et puis leur génie finalement, l'art brut, Picasso, Gaston Chessac, l'art des fous, finalement on laisse les enfants poser leurs mains sur un papier avec, en ayant trempé tout ça dans de la peinture, on accroche tout ça au frigidaire. Vous êtes un grand fan d'art moderne en plus. Hein, mais bien sûr, oui. mais je défends l'art contemporain, attention, hein, je ne suis pas de ceux qui effectivement disent c'est tout et n'importe quoi aujourd'hui. Non, je dis simplement que quand on a cru qu'il fallait laisser naturellement les enfants s'exprimer pour qu'ils soient des artistes, que quand ils jouaient d'un instrument avec des fiches préenregistrées qui faisaient la musique à leur place, finalement c'était très bien, on a dit non, tu peux être un artiste tout de suite si tu veux, quand tu veux, comme tu veux.
Après, on a utilisé les méthodes globales. Après, on a utilisé les mathématiques modernes. Après, on a dit, mais finalement, pourquoi apprendre l'étape de multiplication, puisque on a des calculettes et que les calculettes, on pourra les avoir à l'école. Puis après, on s'est dit, les calculettes étant sur les téléphones portables, pourquoi est-ce qu'on apprendrait à extraire une racine carrée? Mais on n'avait pas besoin d'autre chose que de l'exercice intellectuel de la racine carrée pour faire fonctionner son cerveau. C'est-à-dire que quand Jean-Pierre Changeux publie son livre qui s'appelle L'homme neuronal, je lis ce livre à l'époque où ça paraît, je sais pas, dans les années 80 je crois, et je découvre une information extrêmement intéressante. C'est-à-dire que si vous bandez l'œil par exemple d'un enfant à la naissance, enfin c'est un cas de figure, et que vous ne sollicitez jamais l'un de ses yeux, eh bien quand vous enlevez le bandeau 2 ou 3 ans après, cet œil est mort. Et la zone du cerveau qui correspond est morte aussi. C'est-à-dire toute zone qui n'aura pas été sollicitée, elle sera définitivement morte. Je pense qu'aujourd'hui, on fabrique un cerveau nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne sont plus du tout utilisées. La mémoire n'existe plus. La syntaxe, la grammaire, l'orthographe, ça s'apprenait. On faisait des dictées, etc. Le sens de l'orientation aussi. Le sens de l'orientation aussi, avec Waze. Oui, par exemple, mais tout ce qui était mémoire, c'est-à-dire que quand il fallait mémoriser un numéro de téléphone parce que vous étiez dans une cabine téléphonique et qu'il fallait faire on l'a vécu ça, et que vous aviez une quinzaine de numéros de téléphone à peu près en tête, et vous prenez quelqu'un qui aujourd'hui a 20 ans, que sait-il par cœur? Alors là, mais vous me faites penser moi je ne connais pas le numéro de téléphone de mon mari, si je perds mon iPhone, je suis catastrophée. Puisqu'on parle philosophie, moi j'aime bien aussi, je lis Michel Serres, et Michel Serres a fait un livre là-dessus, et il dit, voyez, c'est cette image orthodoxe où c'est un père de l'église, je ne sais plus, qui tient sa tête sous son bras comme ça. C'est Saint-Denis, voilà. Et il dit, nous avec l'ordinateur c'est pareil. On n'a plus besoin de tête. Notre tête c'est l'ordinateur, voire même le téléphone qui est glissé dans la poche. Toute la mémoire, toute l'intelligence est là. Et on n'a plus besoin de tête en fait, c'est ça. Oui, mais lui il disait ça pour s'en réjouir, ce qui était catastrophique. Effectivement, oui. C'est un philosophe qui nous fait l'éloge du transfert de la tête dans le disque dur de son ordinateur, c'est un peu catastrophique. Ouais. Et c'est plus il est devenu vieux, plus il a voulu être jeune. Et à la fin, il était comme une espèce de grand-père disant oh, c'est formidable, petite poussette. Et bon, pourquoi pas. Mais ça manquait un peu de lucidité, tout ça. Moi, je voudrais revenir sur la technologie de la blockchain. Tout à l'heure, vous avez dit non, mais c'est les États. Il n'y a pas de décentralisation possible. C'est les États qui vont faire en sorte que les choses soient possibles ou pas. Donc, de nouveau, on revient de la centralisation. Vous êtes convaincu que la blockchain on ne pourra pas développer des usages et réinventer des règles sociales grâce à la blockchain? Mais vous savez, on a creusé un canal et on vous dit dans le canal, vous pouvez tirer des bords, quoi. Vous pouvez aller à bâbord, à tribord, à bâbord, à tribord. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'on est libre quand même, c'est formidable. Sauf que vous allez dans une direction et c'est toujours le même sens. Quoi que vous fassiez, quels que soient les bords tirés, à bâbord ou à tribord, vous allez de toute façon dans la même direction. Donc on vous laisse croire que vous êtes une communauté libre, indépendante, que vous pouvez faire fonctionner l'initiative. C'est un peu comme avec le loto. Une fois, vous avez quelqu'un qui gagne de temps en temps, mais la plupart du temps, les gens perdent. Et bien là, c'est exactement la même chose. De temps en temps, vous pouvez dire, regardez, c'est une réussite. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui fait une chaîne YouTube et qui parle bien des livres, et ben oui, formidable, très bien. Mais est-ce que ça n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Moi, je pense que la décentralisation est une fiction en la matière, parce que c'est un instrument de puissance. Et la puissance, aujourd'hui, elle est états-unienne. Donc, c'est pas compliqué. C'est aux États-Unis que ça se passe. Les États-Unis vont pas laisser faire des micro-communautés. Vous disiez tout à l'heure, l'Europe n'a pas fait ceci, l'Europe n'a pas fait cela, pour une bonne raison, c'est que l'Europe de Maastricht, elle est vassalisée par les États-Unis. Donc on laisse faire les États-Unis, c'est eux qui décident. Nous sommes une étoile supplémentaire sur le drapeau américain. Moyennant quoi, on n'a pas besoin de faire de montrer notre souveraineté ou notre indépendance. Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans qu'on nous dit que la souveraineté est une catastrophe, que c'est pas bien, que la souveraineté c'est le nationalisme, que le nationalisme c'est la guerre, et qu'il faut être au contraire cosmopolite, multipolaire, universel, etc. Pas du tout comme ça que ça se passe. Donc il y a des endroits où ça se passe. Ne vous inquiétez pas, à Davos, on n'a pas le souci de la décentralisation. C'est pas vraiment le projet. Ils sont très hostiles à ça, oui, ça c'est clair. Oui. Très hostiles à la décentralisation, très bien hostiles sûr. Du coup aux crypto-monnaies, à la blockchain, à tout ce pas du tout. Ils sont hostiles si ça leur échappe. Si ça leur échappe. Mais comme ils ont les moyens de remettre tout ça en ligne droite et qu'ils le feront, eh bien, ils n'ont pas peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils
qui se réunissent entre eux, que vous n'êtes pas invités, et que ceux qui sont invités le sont juste pour la frime en disant mais non, on réfléchit entre nous, mais on invite aussi d'autres personnes. Je ne suis pas invité à Davos, moi, mais Luc Ferry l'a été, semble-t-il, par exemple. Ils choisissent leurs invités. Mais je pense que ceux qui visent au gouvernement planétaire, et je vous rappelle ce livre de Jacques Attali, ne disent pas que je suis complotiste en pensant une chose pareille, mais il y a effectivement des gens que la gouvernance planétaire intéresse et qui savent très bien que les instruments de la gouvernance planétaire passent par les réseaux. C'est fataliste ce que vous dites, parce qu'en fait l'Europe n'a pas pris sa place sur le Web 2, donc sur le web des plateformes des GAFAM, et donc là vous nous dites que l'Europe ne va pas prendre sa place sur le Web 3. Bien sûr, mais c'est volontaire. L'Europe de Maastricht, c'est un acte de soumission à la puissance capitaliste mondiale qui est détenue actuellement par les États-Unis. On parle anglais, vous avez bien vu. Donc c'est la langue de la vassalisation. Vous savez, quand je dis souvent ça, mais quand les Américains arrivent le 6 juin 1944, ils ont un projet de vassalisation de la France. Le projet de débarquement, c'est Overlord. Tout le monde parle en anglais. Overlord, ça veut dire quoi ? Vassalisation. Donc cette vassalisation, ils ne l'ont pas obtenue en 1944 parce que le général de Gaulle l'a refusé, mais dès que le général de Gaulle disparaît et que Pompidou prend la suite, peu de temps parce qu'il est malade, mais Giscard accélère la totalité du mouvement, c'est que pouvons-nous faire pour vous ? Et la France est rentrée dans une Europe maastrichtienne qui est très précisément la courroie de transmission de la grande machine américaine. D'ailleurs, oui, tout à fait. Alors, on voit en plus l'Union européenne dire sur les crypto-monnaies, ces technologies-là, nous on est là pour protéger le consommateur. On n'est pas là pour favoriser une industrie. Contrairement l'Europe, oui. de Maastricht à tout de suite. De Maastricht, oui. Elle dit on veut protéger le consommateur, donc on va réguler très fort les cryptos, etc. Mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils vont réguler à la suite de ce que vont dire les États-Unis, parce que les États-Unis, eux, ils ont laissé faire d'abord le privé, et puis en disant dans le privé il y a ça et ça qui marche bien, hop, on va s'en saisir. En tout cas, on va le réguler, on va le faire marcher à notre avantage, bien sûr. Et ensuite, l'Europe suivra. Et effectivement, on a bien l'impression maintenant que l'Europe attend les consignes. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Okay, donc là, on est écouté par plein de startups, on est écouté par pas mal de monde. Ils vont être foudroyés par ce que vous dites, parce que ils vont être foudroyés par ce que vous dites, parce qu'en fait, eux, ils ont l'impression de créer le nouveau monde, ils ont l'impression de créer des nouveaux usages, ils ont l'impression de justement arriver avec des alternatives qui offrent plus de transparence, plus de décentralisation. Quelque part, c'est un peu aussi un mouvement philosophique de tous ces gens qui mettent la première pierre à l'édifice. Et là, on les coupe de plein fouet en leur disant... Parce qu'effectivement, la régulation, ils sont en train de travailler sur la régulation qui est très sévère. Tellement sévère qu'on se dit, tiens, au fond, ils ne laissent même pas les startups essayer de déployer leurs ailes et construire quelque chose. Ils régulent directement. Alors qu'en face, on a les GAFAM. Si demain, Facebook décide d'aller sur le Web 3, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé, je ne sais plus combien de milliards de dollars et combien de milliers de personnes ils ont décidé d'engager pour aller sur les métaverses, personne ne peut les réguler. Et donc, à un moment donné, on se dit, tiens, au fond, quel est l'espoir à tous ces jeunes, même pas que jeunes, à tous ces startups ? L'idée, c'est de proposer un contre-modèle aux GAFAM, c'est ça. Mais si maintenant tout se GAFAmise, si on peut utiliser ça... Et si l'Europe valide je pense que les jeunes n'ont plus de perspective historique. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a cessé de leur apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, on ne les a pas inscrits dans les longues durées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la longue durée, c'est un quart d'heure. Là, si vous dites, mais moi je pense pour dans 1000 ans, mais 1000 ans, ils disent, mais c'est quoi 1000 ans ? C'est les États-Unis, ils ont une toute petite culture. Quand vous regardez ce qu'il y a de plus ancien aux États-Unis, nous, on a des traces pariétales en France, donc c'est pas exactement la même chose. Et donc on n'enseigne plus à lire, à écrire, à compter, à penser, c'est-à-dire le développement d'une pensée et son inscription dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'instant. Aujourd'hui, les capacités maximales de concentration, c'est de 3 minutes et puis c'est terminé. Si vous dites, mais attendez, on va essayer de penser en termes de 1000 ans. Une civilisation, c'est 1000 ans. Et je pense vraiment que notre civilisation judéo-chrétienne est en train de s'effondrer et que ce dont vous occupez, c'est extrêmement intéressant parce que justement, c'est l'espèce de nouvelle civilisation en gésine. C'est là que ça se passe, c'est là que ça va se passer. Et donc, si vous dites à des jeunes qui n'ont pas de culture historique, qui n'ont pas le sens historique, qui sont incapables, si vous leur mettez un trait en leur disant mettez-moi sur ce trait, Sumer, Assur, Babylone, l'Égypte, la
Grèce, Rome, ou vous mettez ça dans le désordre. Sur une ligne du temps. Et vous leur dites, voilà, sur une ligne de temps, je vous mets tout ça, où est-ce que vous placez l'Europe, où est-ce que vous placez... voilà. Et si vous dites un monument emblématique par pays, est-ce que vous allez me dire, par exemple, que les pyramides en Égypte, le temple, le forum, l'agora, les cathédrales, etc., etc. C'est fini, c'est plus possible. Donc vous avez probablement des jeunes très brillants sur ce terrain-là, mais qui en même temps, je dirais, une métaphore évangélique, mais ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce que ils ne comprennent pas que là où ils sont, il y a déjà des gens au-dessus qui les manipulent, c'est-à-dire qui les manipulent, qui les regardent, qui les laissent faire, et puis comme ça, que vous êtes en haut d'une échelle et vous regardez ce qui se passe, et puis si vous avez quelqu'un de plutôt pas mal, vous allez le chercher, vous le récupérez pour vous. C'est un peu comme les hackers. Vous avez des hackers, vous avez des gamins dans des garages, ils ont 13 ans et ils rentrent sur le site du Pentagone, et puis ils rentrent dans les données du Pentagone, ils sont capables de... Voilà. Ou d'autres qui font un peu ça discrètement parce qu'ils prennent un petit peu d'argent et pas beaucoup, mais qui vont sur des banques et qui se récupèrent de l'argent. Si on les chope, on leur dit, bon, on les emmène pas en prison, on leur dit, vous ne voudriez pas travailler pour nous, pour nos services secrets. Donc je pense que cette liberté surveillée qui est consentie aux jeunes pousses du web, c'est simplement pour récupérer des talents et les amener soi-même à son monde et à son univers, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Et donc, quand vous dites à quelqu'un, viens par ici, tu vas faire partie de notre équipe désormais, et là, tu vas voir la belle vie que tu vas pouvoir mener, je ne connais pas beaucoup de conscience morale qui soit capable de résister. Oui, sur la civilisation, ça je comprends, c'est intéressant en termes d'art digital, j'ai suivi ça de très près, j'ai vu l'émergence d'artistes digitaux depuis 2 ans, qui peuvent maintenant vendre leur création grâce aux crypto-monnaies, grâce au blockchain, grâce aux NFT, et j'ai vu qu'ils faisaient vraiment table rase, j'aime pas cette expression, elle est violente, mais ils faisaient fi de 4 siècles d'histoire de l'art, et ils plongeaient leur référence dans la Renaissance carrément. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, est-ce qu'il n'y aurait pas un fil qui pourrait se tisser entre la Renaissance, les temps anciens pour nous, et l'âge moderne, l'âge contemporain, en faisant fi de tous ces siècles, je ne sais pas pourquoi les siècles passés, mais je ne sais pas, peut-être la Renaissance, ça évoque quelque chose de très fort, toujours, encore et toujours, même chez ceux qui n'ont pas de conscience historique, en termes d'art en tout cas. Et est-ce que vous pensez que justement cette nouvelle civilisation, les jeunes qui arrivent là, c'est donc la fin, ils vont marquer vraiment la fin de la civilisation européenne, ou est-ce que c'est une renaissance finalement? Est-ce qu'il y a un espoir de renaissance avec ça? Bonsky et Léonard de Vinci, même combat, quoi. Je pense qu'ils sont un peu culottés quand même, parce que il y avait du talent chez les artistes jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai pu voir des NFT, enfin quand j'ai vu les œuvres qui étaient présentées, c'est kitschissime. C'est d'une laideur incroyable. Vous faites une photo de votre Playmobil et vous dites voilà, quoi, c'est mon œuvre d'art à moi aujourd'hui. Alors moi j'adore l'art contemporain, mais justement parce que j'adore l'art contemporain, j'aime des artistes et je n'en aime pas d'autres. Je ne pense pas que Jeff Koons soit l'horizon indépassable de l'art contemporain aujourd'hui, ou que le kitsch issu des mangas soit aujourd'hui ce vers quoi il nous faudrait aller sur le terrain esthétique. Moi j'ai des vieux copains, enfin des copains vieux, ils sont pas forcément vieux, enfin encore que à mon âge, mais qui sont dans l'art depuis 14-15 ans. Je pense par exemple à Robert Combas, et qui lui dit mais je fais quoi moi avec ça? Qu'est-ce que je fais avec les NFT? Et d'un seul coup on a des gens qui arrivent et qui vous font justement l'équivalent d'une tronche de Playmobil, et puis d'un seul coup ils ajoutent 4 zéros à la peinture de Robert Combas. Et ces gens ont des discours, alors là c'est vous qui me l'apprenez, mais disons, nous en gros c'est la Renaissance, mais ils vont nous expliquer quoi? Qu'à la Renaissance vous aviez un patron, que le patron disait vous allez me faire les cartons, sur le carton vous allez me faire les points, sur les points vous allez me refaire les traits, et sur les traits vous allez me refaire la peinture, etc. Oui d'accord, mais enfin simplement parce qu'il y avait un artiste qui lui a dit quand j'ai fait le dessin, je vous le mettais au carreau, et ce que je vous ai fait sur un papier de 2 mètres, vous allez me faire ça va être le plafond de la chapelle Sixtine, et puis ici vous allez mettre de la peinture, celle-ci cette couleur, etc., etc. Moi j'ai des amis, je vais pas donner leur nom, mais des peintres contemporains qui travaillent comme ça, c'est-à-dire qui font un dessin, alors vraiment en crayon à papier, sur le papier, avec la gomme, et puis une fois que le dessin est fait, c'est 21-29-7, non un peu plus, mais enfin 2 fois ça, quoi, et qui donne à un assistant, et qui lui reproduit sur une peinture. C'est ce qu'avait fait David pour le sacre de Napoléon. Mais bien sûr, la technique est très ancienne. Ah oui. Et donc, et ces gens-là vont dire, ah bah vous avez vu, oui d'accord, mais enfin,
à l'origine, il y a quelqu'un qui donne le là. C'est un peu comme un grand cuisinier quand vous dites mais il est jamais chez lui. Bah oui, mais enfin il a créé la recette et quand vous dites tant de grammes, tant de cuisson, tant de ceci, tant de cela, n'importe qui peut le faire, n'importe qui pourvu qu'il soit talentueux. Mais je pense que les artistes de la Renaissance avaient le génie et dans la production de l'artefact, ils déléguaient à des ateliers. Mais ces gens-là délèguent à des ateliers sans avoir le génie en amont. Mais au fond, je vous comprends en fait. On est tous des enfants de Marcel Duchamp, dont vous parlez très souvent, qui a décidé en 1917, qui a dit on est tous des artistes et tous les objets sont des œuvres d'art pour autant qu'on le décide finalement. Donc c'est assez brut, c'est assez brutal et ça a marqué certainement la fin d'une époque. Mais est-ce que cette nouvelle époque, vous pensez que est-ce qu'elle va s'appuyer, justement, elle ne s'appuie plus sur l'histoire et elle s'appuie sur une espèce de communauté, je dirais de ferveur communautaire sur des idées, sur des références, sur beaucoup d'humour aussi. Hein. Moi, sur une façon de vivre aussi. Sur une façon d'être, oui. Est-ce que je pense qu'en fait c'est une technologie qui s'adresse à une certaine cible, qui comprend et qui n'a jamais rien connu d'autre, comme vous le disiez très très bien, et donc qui n'ont pas vos références culturelles ou nos références culturelles. Et puis maintenant, on voit des musées qui vendent leurs grands tableaux. Tu m'expliquais ça, Benjamin, l'autre jour. J'ai oublié quel musée c'était. Oui, le MoMA à New York, qui commence à vendre des Picasso et des Matisse pour acheter de l'art digital. De l'art digital sous forme de NFT. Et donc, je dirais qu'on est à un point de bascule. Pour moi, c'est générationnel. Et ces générations ont lâché l'histoire. En fait. C'est un auto-da-fé. Quand vous me l'apprenez, hein, qu'on vend des Picasso et des Matisse pour acheter des NFT, c'est terrible. C'est l'équivalent de mettre le feu. C'est comme mettre le feu à la Bibliothèque nationale pour pouvoir acheter des mangas. Et je trouve ça terrible. Je m'intéresse tout de suite au manga et je vois comment ça fonctionne. Je suis désolé. L'idée qu'on aurait un signe d'égalité entre par exemple Houellebecq, que j'aime beaucoup, mais les romans de Houellebecq et puis des mangas d'aujourd'hui, non, qu'on m'excuse, mais je suis pas de ceux qui pensent que c'est la même chose que les NFT aujourd'hui, et puis une toile de, d'Adami ou de Soulage aujourd'hui, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose du tout. Et simplement, il y a une espèce d'inculture qui fait que on dit, mais ça a toujours été comme ça. Et donc, faites place, laissez place, quoi. Évidemment, à chaque fois qu'il y a eu un peintre nouveau, vous n'en avez pas voulu, vous les avez tous refusés. C'est ce que craignent tous les musées, vous savez. Depuis Mais comme ils sont politiquement corrects, c'est exactement la même chose. Il y a un moment donné, quand les néo-féministes obtiendront qu'il n'y ait plus un seul nu, parce qu'on objective le corps des femmes et que c'est la réification qui est à l'origine des viols, eh bien, on va mettre tout ça, on va brûler Ingres, on va brûler Rubens, on va brûler toutes les peintures de la Renaissance. Dès que vous aurez un saint de vierge, eh bien, on supprimera toute la peinture religieuse. Quand on vous dira, mais tous ces gens sont des blancs, il y en a assez des blancs, etc., on va supprimer toute cette peinture. C'est assez effrayant. C'est le wokisme, ça. Mais le wokisme n'est pas lié non plus à la technologie. En fait, comme vous dites, c'est le signe des temps et la technologie vient derrière suivre ce mouvement. Elle ne l'anticipe. Oui, enfin, c'est une génération qui est quand même plutôt, elle n'est pas old school cette génération, et elle est plutôt formatée par justement la cancel culture, par le wokisme et tout ce qui se présente comme progressiste aujourd'hui. Oui. Mais il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Marie Le Pen dans ce monde-là, de Marine Le Pen. Ouais. Mais pour revenir sur l'enjeu des musées, les musées, nous, c'est marrant, on a été consultés par des musées à Bruxelles qui se posaient la question de savoir s'ils devaient se positionner sur les métaverses, parce qu'ils ont fait une projection sur 5 ans et ils se sont dit dans 5 ans il n'y aura plus personne dans nos musées. Et donc quelle est la piste? Est-ce que c'est de faire des NFT? Est-ce que c'est de faire des métaverses? Et en fait ils sont un peu paumés. Et donc quelque part il y a aussi l'enjeu de qui va rentrer dans ces musées dans 5 ans, en sachant que ces jeunes dont on parle ont lâché l'histoire, et donc tout d'un coup on se retrouve avec le moment qui se pose la question et qui se dit tiens, si je vais pas sur le digital, mais il n'y a plus personne qui verra mes Picasso. Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Ils n'ont pas vendu tous les Picasso et tous les Matisse. Non, c'est bien qu'il y ait les deux. Ça me suffit. Comme dit Claudia, non, mais parce que Claudia soulève un point, moi je pense vraiment fondamental, c'est les musées aussi. Pour qui font-ils des musées? Pourquoi font-ils des collections? Pour que les gens aillent les voir. Donc si à un moment donné les gens, ils se déplacent plus pour des Matisse et des Picasso, mais ils se déplacent pour de l'art digital, alors autant qu'il y ait les deux et qu'on leur dise au MoMA, voyez, l'art digital que vous connaissez très bien, nanana, et à côté, il y a ce qu'on appelle un Picasso et un Matisse. Ce qui est dommage ici, c'est que le MoMA a les moyens. Il ne devrait pas vendre des Picasso pour aller sur l'art digital. Il devrait simplement greffer du digital sur les collections existantes. Il devrait, mais comme les prix ont flambé, ils ont besoin de 70 millions de dollars. C'est la preuve
30 années d'impéritie au MoMA et dans d'autres endroits. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas fait d'éducation populaire. L'école n'ayant pas transmis l'intérêt de la peinture, les gens ne vont plus voir de la peinture. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Aller voir de la peinture, pourquoi faire ? Vous connaissez des jeunes de 20 ans qui vont voir des expositions d'art contemporain, sauf avec les parents, sauf s'ils ont été initiés. On ne les a pas initiés à l'école, on ne les a pas initiés à la télévision. Vous avez une émission d'initiation à la télévision qui s'appelle Dardar. Ouais. Qui s'appelait il y a longtemps, RT. Et j'ai été approché par le producteur. Par Frédéric Tadei à l'époque. Alors lui c'était le présentateur, mais moi j'ai vu le producteur et qui voulait absolument que je travaille avec lui. Et je dis mais bien volontiers, je dis moi je vous expose mon concept, donnez-moi 1 heure. Et je savais bien qu'il avait fait Dardar. Et donc, il me dit, oui, mais non, c'est pas possible. Je dis, alors, dans ces cas-là, non, quoi. Je ne me courais pas après, y compris avec des ponts d'or. Oui, mais enfin, vous feriez ça très bien, la minute, etc. Je me dis, jamais de la vie. Si on imagine que quand vous montrez une peinture et que vous dites, ces 2 machins, elle est de telle époque, elle représente tel sujet, elle est dans tel endroit, etc. Ça y est, la minute, c'est fini, quoi. Donc, il y avait une époque, Alain Jaubert, qui, dans l'émission qui s'appelait Palette, consacrait une demi-heure à une œuvre. C'était déjà extraordinaire. Mais c'est fini. Ça n'est plus possible. Donc, si vous n'apprenez plus à lire, à écrire le grec ou le latin, il y a un moment donné où on va évidemment plus traduire le grec et le latin. Puis, il y a un moment donné où il y aura des Éschyle, des Sophocle, des Homères qu'on mettra au feu parce que ça servira plus à rien. Je pense que le fait que le MoMA vende des Picasso ou des Matisse, c'est la preuve que ces gens-là n'ont pas accompagné le mouvement qui a pu exister dans les années 50 d'éducation populaire. Le Parti communiste faisait ça. Moi, je n'aime pas du tout le Parti communiste, mais voilà des gens qui, à l'époque, défendaient Éluard, Aragon, Triolet, la peinture de Fernand Léger, Matisse, etc. Enfin, Picasso, bien sûr. Et qui a repris ça depuis ? Plus personne. Il y avait l'école, il y avait les partis qui étaient le Parti communiste, par exemple, qui a pesé 25% à la Libération. À l'école, c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, on ne transmet plus ça. Donc oui, on va fermer des bibliothèques, on va fermer des musées, et puis n'importe qui aujourd'hui pourra, en photographiant son Playmobil, dire qu'il est Picasso d'aujourd'hui. Sauf si on utilise la technologie pour aller justement rechercher les jeunes de façon ludique, immersive, parce que grâce à la technologie de la blockchain, on a les métaverses. Qu'est-ce qu'on fait dans les métaverses ? Quand on parle des métaverses, on associe souvent ça au gaming. Mais j'imagine que les enfants qui aujourd'hui vous disent aux parents, à 14 ans, ils rentrent dans la cuisine en disant « Maman, moi, j'irai pas à l'école, j'irai plus à l'école », parce qu'ils considèrent que YouTube, c'est la science infuse. Ces enfants, si à un moment donné, on les emmène dans le métaverse, dans des univers immersifs, pour aller revivre la vie de Napoléon, de qui vous voulez, de tous les grands hommes qui ont fait l'histoire, de David... Je pense qu'ils iront. Simplement, aujourd'hui, les métaverses qui existent sont soit pour faire du marketing et du business, soit pour... Alors non, parce qu'il y a des métaverses moins publics, mais pour former, par exemple, les armées, entraîner les gens en immersion complète avant d'aller en Syrie, les chirurgiens, des écoles de chirurgiens qui font opérer les gens en immersion avant d'aller dans la vraie vie. Je pense qu'il y a déjà des usages, mais ce sont plutôt des usages de niche. Mais pour le grand public, il y a plein de choses à faire dans les métaverses. Comment justement reconnecter ces enfants, ces générations, avec leur histoire et avec tous les grands personnages qui on est finalement aujourd'hui. Je pense que ça, c'est le rôle des écoles. Mais vous disiez en début de ce podcast que les écoles avaient abandonné leurs élèves. Oui, mais ça, c'est le support. Moi, j'ai souhaité qu'on travaille sur un métavers à Front Populaire. On y travaille actuellement. Ah, génial. Oui. Et donc, je ne suis pas de ceux qui râlent contre les techniques nouvelles. Si, par exemple, il n'y avait plus de papier, il n'y avait plus de livres sous forme papier, mais qu'on lise, ça ne me gênerait pas. Moi, j'ai une liseuse, par exemple. Je suis pas gêné par ça, même si je préfère le papier, parce que j'ai été construit comme ça. J'ai fait une partie de mon dernier livre là parce que justement, j'étais pas chez moi, enfin, j'étais dans une maison nouvelle et j'avais pas ma bibliothèque, en travaillant sur le site Gallica, qui permet, en numérisant des livres du XVIIe ou du XVIIIe ou de plein d'autres époques, d'avoir une bibliothèque chez soi. Et donc je suis pour ces techniques-là. Je dis, mais s'il s'agit d'utiliser des métavers, moi je le dis à la française, métavers, je dis pas métaverse, mais si le métavers est l'occasion de dire vous allez être en immersion et vous allez assister à l'assassinat de César, par exemple, et que tout est bien fait,
et qu'effectivement, vous avez Brutus, vous avez les mots qui ont été dits, vous avez etc., que la tête de Cicéron est coupée, qu'on lui a mis l'épingle en or dans la bouche, dans la langue, sur la langue, pardon, et qu'on a posé ça sur les rostres, etc. Si vraiment on est respectueux de ce qui s'est écrit chez les auteurs romains, alors c'est formidable. Alors c'est formidable. Je ne suis c'est pas à qui de le faire, ça. Pardon ? C'est à qui de le faire, ça. Alors si vous êtes un privé, parce que ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, si vous êtes un privé, c'est que vous avez un client. Qui est le client ? Voilà. Et il y a un moment donné où je pense que dans cette évolution vers cette nouvelle civilisation, on n'aura plus des professeurs de philo en France. C'est fini, on aura un professeur de philo. Et on aura un personnage qui fera le cours pour la totalité des élèves. Et vous vous rendez compte, on va fermer des lycées, il y aura plus de profs, il y aura plus de salaire, d'argent, etc. Et puis chacun chez lui, à son heure, assistera au cours de philo du professeur qui sera celui de l'éducation nationale et qui, dans une logique de métavers, vous racontera la critique de la raison pure en présence de Kant, et on rendra ludique cette idée que, etc. Vous n'aurez pas forcément besoin de lire la critique de la raison pure de Kant, c'est ça mon problème. C'est-à-dire que si vous rendez ça sympathique, que quand il a sa perruque, qu'il vous explique des choses, et parce qu'il est en train de dîner avec des copains et qu'il vous parle de la critique de la faculté de juger, on va rester à la surface des choses. J'ai pour ami Denis Molin, qui est le plus grand libraire de Bordeaux, le plus grand libraire de France. Et l'autre jour, il me dit, venez Michel, je vais vous faire voir le rayon manga de la librairie. Et ils ont supprimé tout un rayon. Quand je dis un rayon, il y a une pièce entière qui est désormais consacrée au manga. Donc je me fais expliquer les mangas, etc., etc. Puis à un moment donné, j'avise des mangas philo. Alors chez Molin, il y a tout. Ils ont tout. Les mangas philo, ça tient sur 30 cm. Et ouais. Vraiment. Et donc, je les ai tous achetés. Je dis, je les prends tous et puis je vais faire un petit travail là-dessus. Alors, j'ajoute à la philo la Bible. Donc, j'ouvre la page au hasard et on a Moïse qui ouvre la mer en deux pour laisser passer son peuple. Sur une page, on a une mer coupée en deux et puis Moïse qui est là. Le texte, dans le phylactère, waouh! Page suivante, on change. La mer est toujours ouverte, mais un peu plus haute. Le personnage est encore plus petit. Le texte est waouh! Waouh, trop bien. 3 pages. Trop bien, Moïse. 3 pages, waouh, pour ouvrir la mer rouge. Alors moi, je suis pas contre le support. Je suis pas contre le manga, a priori. Je me dis simplement que si on a retenu de l'épisode du passage de la mer rouge que ce waouh, 3 fois répété par un petit Moïse au milieu d'une super production d'une mer qui s'ouvre en deux, je me dis alors on est mal parti. Et quand j'ai vu qu'il y avait le prince de Machiavel, qu'il y avait Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, enfin, j'ai vu quel traitement était fait au contenu. C'est-à-dire il reste plus rien, il reste de l'anecdote, il reste de l'écume des choses, et c'est ça qui est problématique. C'est pas tant que le support aura détruit ça, mais que avec ce support, on ait détruit la qualité. Donc si on utilise le cinéma, la radio, les métavers, les mangas, mais au service de la qualité, je suis pour. D'ailleurs, vous me faites penser le film Les 10 Commandements avec Charlton Heston. Ah c'est autre chose. Il incarne Moïse. Bon, mais à l'époque, il y avait déjà des polémiques en disant mais comment peut-on oser représenter la figure de Moïse par un acteur ? Je ne suis même plus sur l'hypothèse de pouvoir ou pas pouvoir. Mais qu'a-t-on fait du texte ? Oui, ok, je comprends. Vous imaginez, si on démarre à la Genèse, j'ai pas regardé encore, mais probablement il va y avoir un serpent qui va faire... Alors elle est en bande dessinée depuis 5 ans. Il y a tous les auteurs de bande dessinée qui se sont aventurés dans la Bible en Moi, j'étais en terminale, que ça m'intéressait déjà, j'avais 16 ans et j'avais acheté, ça démarrait, il y avait Le Capital de Marx et un deuxième, je pense que c'était Nietzsche. Mais c'était un truc général, c'était pas un livre de Nietzsche. Et je suis pour ces supports. J'ai moi-même contribué à une BD sur Nietzsche et je suis pas contre un certain type de support en disant le support est systématiquement mauvais. Pas du tout. Je dis, avec le support, vous pouvez faire les meilleures et les pires des choses. Je dis simplement que quand le support coûte cher et quand le métavers coûte aussi cher, vous vous dites, il n'y a pas des gens qui vont dire on aime tellement l'humanité qu'on va mettre beaucoup d'argent pour célébrer la culture, pour le plaisir de la culture. Non, il va y avoir de l'endoctrinement, il va y avoir du discours et du message à faire passer et c'est évidemment à craindre. Mais c'est parce que c'est pas repris par l'État.
parce que ça serait le rôle de l'État de recréer les écoles de demain avec de bons professeurs. Dès que l'État commence à dire nous allons nous occuper par exemple d'un métavers dans lequel nous allons fabriquer un cours de philosophie, etc., tous les profs vont descendre dans la rue, les syndicats vont trouver ça inadmissible, c'est la mainmise de l'État, ça va être la version officielle, il n'est pas question qu'on se fasse endoctriner, enfin, l'intelligence n'est plus possible. Alors attendez, ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, effectivement, on s'aperçoit que les systèmes établis rejettent la technologie parce que ça remet en cause toute la structure hiérarchique, etc. etc. Ouais. Donc forcément, alors du coup, c'est le privé qui s'empare de ça et qui fait avancer le schmilblick, si on peut dire. Oui, et pas toujours bien, comme dit Michel. Et pas bien parce que du coup, le enjeu, il est économique. Alors, si c'est le privé, c'est pas. D'une certaine manière, je pense que le pire n'est pas le privé. Le pire, c'est l'ubérisation. Ouais. C'est-à-dire que si vous dites mon prof de philo est nul et je vais aller chercher un cours de philo sur Internet et que vous avez le premier crétin venu qui vous fait des erreurs, des erreurs d'une grossière comme c'est pas possible. Hier, il y a un type qui m'envoie un livre sur le réchauffement climatique et il me dit c'est une fiction, c'est n'importe quoi. Et je vous envoie mon livre, il faut que vous le lisiez, etc. Bon, il m'envoie son livre, je commence. 2e page. Il nous explique, scientifique, monsieur, en plus de ça, que la Terre tourne sur elle-même autour du Soleil, mais dans un cercle qui n'est pas toujours parfait. Bon, bah voilà quoi. Si ce type pense que la révolution de la Terre se fait sur un cercle et pas sur une ellipse, je vais pas l'écouter sur le reste. Mais ce type, s'il fait un site internet, s'il fait une vidéo, on va l'écouter. Vous savez qu'il y a des platistes aujourd'hui, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui pensent que la Terre est plate. Donc c'est pas le support qui est en jeu. S'il y a des supports dans lesquels on dit que la Terre est plate, il faut pas mettre le feu à Internet, ça n'a aucun sens. C'est les hommes qui sont coupables dans cette affaire. Mais il faudrait réformer l'État avant, il faudrait réformer le système, l'organisation du système de l'éducation nationale avant même d'amener la technologie là-dedans. Mais qui va faire ça? Oui, et pourtant vous disiez que si l'État prenait en charge la construction d'un métaverse éducatif, les profs descendraient dans la rue. Et pourtant, quand on parle aux profs, la première chose qu'ils vous disent, je souffre dans ma classe, les élèves ne m'écoutent pas. Je suis victime de violences, ils sont sur leur téléphone. Et donc, à un moment donné, être réfractaire à l'évolution juste pour garder son statut, c'est peut-être pas forcément la solution. Le problème des enseignants, c'est qu'ils ne peuvent plus enseigner parce qu'il leur faut faire des choses qui ne relèvent plus de l'enseignement. C'est-à-dire il faut être sociologue, psychologue, psychothérapeute, gendarme, policier, il faut être militaire, il faut être médecin. Pardon ? TikToker. Oui, voilà. Et donc, les gens, ils n'ont plus envie de passer une agrégation de philosophie pour se retrouver dans une classe où ils vont se faire insulter, mépriser, où on ne rendra pas les copies, où les femmes vont se faire mépriser, etc. etc. Donc, il y aura de moins en moins de profs. Et il y a un moment donné, il y a déjà, on le sait très bien aujourd'hui, des pénuries. Vous avez des postes ouverts à des concours, et puis vous avez plus de postes que de gens qui se présentent au concours. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans ces cas-là? Donc, il y a un moment donné où quelqu'un révolutionnera tout ça en disant, bon, allez, on a plus d'argent, on va faire des économies, l'éducation nationale doit se transformer, un peu comme on a détruit le service militaire, qu'on a détruit une armée nationale, on détruira une éducation nationale. Ou les médecins. Pardon ? Les médecins, ici, on était effarés, on a quitté Bruxelles pour venir vivre dans le Sud. Bon, on s'éloigne de la blockchain, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Non, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va faire de la télémédecine. Oui, c'est formidable. Vous avez des gens qui disent, mais votre petit village est sympathique, on va installer une cabine en télémédecine. On l'a ici, à côté de... Voilà. Mais c'est mieux que rien, parce que franchement, pendant 1 an, on a cherché un médecin avant de comprendre qu'il y avait une télécabine. Et quand on est malade, on est très content d'avoir la télécabine. Oui, parce qu'il y a quand même un médecin de l'autre côté de l'écran qui... Mais bon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah oui, a priori, ça c'est la grippe, ou a priori, ça c'est le Covid. 2 minutes 30 la consultation. Ouais, 2 minutes 30, vous payez, et il vous fait une ordonnance quand même? Oui, il fait l'ordonnance qu'il envoie direct. En fait, la télécabine est dans la pharmacie. Donc, moi j'étais malade depuis 5 semaines. 2 minutes 30, elle m'a fait comprendre qu'on était arrivé au bout de la consultation. J'ai même pas touché les ordonnances. Les ordonnances ont été imprimées, directement sur l'ordinateur de la pharmacie dans laquelle j'étais. Et alors j'ai trouvé ça formidable parce que j'étais malade et que ça faisait qu'on n'avait rien d'autre. Mais 2 minutes 30 pour une consultation où elle n'a pas pris ma tension, où elle ne m'a pas touchée, et donc je me suis dit, est-ce que son verdict est le juste verdict? Je ne sais pas. Mais bon, j'étais tellement contente d'avoir eu quelqu'un au bout du câble que j'étais... Voilà. Mais c'est vrai que du coup,
Oui, il y a beaucoup de métiers qui sont... C'est la virtualisation du monde. C'est-à-dire que moi, jeune garçon, j'ai fait un infarctus, j'avais 28 ans, j'ai été examiné par un toubib qui, lui, était un vieux monsieur qui avait été formé par des médecins du 19e siècle, et il me disait, mais moi, j'ai appris à goûter les urines. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et il me dit, quand j'ai fait mes études de médecine, on nous apprenait à sentir l'odeur de la pièce. Il dit, quand on rentrait dans la pièce des gens, on sentait, on faisait un diagnostic avec l'olfaction. Pourquoi est-ce qu'on appelle croque-mort les croque-morts? Parce qu'ils croquaient les morts jadis pour voir s'ils étaient bien morts, etc. Enfin bon, eh bien, on est passé de ça à aujourd'hui une espèce de virtualisation totale de l'être qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus que vos résultats d'analyse. Ouais. J'ai perdu ma compagne d'un long cancer. On a passé plus d'une dizaine d'années dans les hôpitaux. Il y a un moment donné où il ne regardait pas ma compagne, mais il regardait son ordinateur parce qu'il a commenté les chiffres. Et à un moment donné, on a envie de mettre l'ordinateur par terre en disant, mais attendez, il n'y a pas que les chiffres dans la vie, est-ce que vous ne pourriez pas nous regarder en face, est-ce qu'il y a pas, etc. Et c'est un peu comme la sexualité virtuelle aujourd'hui. Oui, on dit, bah oui, il y a de la misère sexuelle. Ah, quand on est vieux, quand on est moche, quand on est laid, quand on est pauvre, quand on est... qu'est-ce qu'on fait de sa sexualité? Et là, on dit, mais vous n'allez pas être contre les jolies poupées qui existent aujourd'hui, vous avez des poupées en silicone qui sont incroyables. On n'est plus dans les poupées gonflables de jadis, là où c'était faites avec des pneus récupérés ou je sais pas quoi, mais c'était d'une laideur incroyable. Et on se retrouve. Alors évidemment, ce sont des poupées qui coûtent très cher. Ouais, mais on se dit, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un homme pour qu'il puisse acheter 25 ou 30 000 euros une femme selon ses souhaits? Alors il choisit les seins, les fesses, les yeux, la couleur des cheveux, etc. Et elle ne parle pas, elle ne dit rien, mais alors vous pouvez aussi la programmer pour qu'elle vous dise des choses. Et c'est une chose, c'est un objet, réification totale. Mais c'est ce vers quoi nous allons. Je pense vraiment que quand on aura fabriqué des vrais robots très interactifs, ils font ça très bien au Japon aujourd'hui, et ils font pas par hasard des mangas et des robots. Mais quand vous aurez fait des robots qui seront extrêmement interactifs, que vous aurez intégré tous les algorithmes selon votre souhait. Ultra réel. Pardon ? Ultra réel. Bien sûr. À ce moment-là, à quoi bon avoir encore du vivant ? Oui, exact. Michel Onfray, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie pour votre hospitalité. Merci vraiment. On a appris que Front Populaire aurait un métavers. Nous y travaillons. Je ne dis pas que ça va déboucher, mais moi je souhaiterais faire de l'éducation populaire comme ça. Ben voilà. C'est magnifique. J'avais envie de créer une université populaire des beaux-arts dans mon village et le maire m'a pourri la vie, ça n'est pas possible et je me suis dit bien on va le faire avec un métavers. Génial, on va suivre ça de près, ça on est vraiment partant. Voilà, vous viendrez nous voir quand vous aurez mis ça sur pied. Non, c'est moi qui viendrai vous voir. On va prendre des leçons. Merci en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Merci.